Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Sois sage et parle fort. Comme vous le savez, ici il n'y a pas de jugement, aucune bonne ou mauvaise réponse, seulement des partages d'expériences, des témoignages, des manières d'être au monde et d'essayer si possible de changer nos façons de voir la vie ou les événements. Si les choses que nous vivons au cours de notre existence ne nous définissent pas, elles peuvent tout de même nous changer réellement. Nous amener en tout cas à prendre des chemins que l'on n'aurait pas imaginés ou qu'on n'avait pas prévus dans le plan théorique du parcours que l'on nous vend. Il y a un extrait intéressant de l'auteur Ryan Holiday, de son livre L'obstacle et le chemin, où il dit « Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la façon dont nous le vivons. Et pourquoi est-ce qu'on choisirait de se sentir mal ? Nous pouvons choisir d'avoir une bonne impression de soi. Si l'événement doit se produire, amor fati est la réponse. Ne perdez pas de temps à repenser à vos attentes. Tournez-vous vers l'avant et souriez. » C'est ça, sourire, malgré tout. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a une majorité de personnes qui naissent valides, privilégiées, conformes aux attentes et aux normes, qui rentrent dans le moule, et une écrasante partie d'entre elles ne connaîtront pas d'obstacles douloureux à surmonter, malheureusement. Et j'insiste sur malheureusement, parce que si vous me connaissez un peu, ou que vous avez cherché à le savoir, vous savez que je suis passée par 10 années un peu compliquées, on va dire éteintes. Et ceux et celles qui passent par des épreuves de la vie le savent, elle a après une saveur assez inimitable. Parce que quand on dépasse des choses assez difficiles, on a après envie de dévorer la vie. Et on a presque l'imprudence de ne plus avoir peur de tomber, parce qu'en fait, c'est juste chouette d'avancer coûte que coûte. Bon, c'était une longue introduction pour un épisode en compagnie d'une personne qui fait partie de celles qui n'ont pas eu le choix que de se battre et d'aller plus loin, pour faire bouger les lignes d'un pays qui n'accepte pas les différences. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Thomas, athlète, papa, un passé d'entrepreneur, actuellement conférencier et beaucoup d'autres choses, mais je vais laisser à Mathieu le soin de se présenter. Donc bienvenue Mathieu sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Alors tout simplement, c'est vrai que tu as souligné déjà pas mal de choses, mais mon activité principale aujourd'hui, c'est que je suis sportif de haut niveau en para-badminton, donc le badminton pour des personnes en situation de handicap, parce que j'ai eu une aventure, je l'appelle là comme ça, c'est qu'à l'âge de 17 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Et dans cette tumeur passait le nerf crural, donc le nerf qui alimente la cuisse droite. Et pour m'enlever cette tumeur, on a dû sectionner ce nerf. Ce qui a impacté du fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai une paralysie de la cuisse, donc plus de sensibilité et plus de muscles à cet endroit-là. Et donc, j'ai cet handicap à l'âge de 17 ans. De mes 17 à mes 30 ans, je poursuis mon chemin on va dire plutôt professionnel. J'arrête un peu le sport. Je suis pas sportif de haut niveau à ce moment-là. Je suis plutôt voilà. Tu parlais d'entrepreneur. Je passe mon diplôme d'ingénieur. Je travaille en tant que product owner et dans l'innovation. Et en fait, à l'âge de 30 ans, je réalise que j'utilise pas forcément ma singularité ou ma différence. Donc j'ai un beau parcours, j'ai tout pour être heureux, mais je suis en quête de sens. Et le sens, je vais le trouver dans ma singularité et dans ma différence avec mon handicap que je cachais. Et à ce moment-là, en fait, je me lance un défi, c'est de faire les Jeux paralympiques. Ok. Donc, voilà. Donc à l'âge de 30 ans, tu te réorientes, on va dire. Et là, aujourd'hui, tu as 39 ans, je crois. C'est exactement ça. Ok. Donc là, ça fait 9 ans que je me suis lancé dans ce défi un peu malade des fois, d'aller chercher ces Jeux paralympiques et chercher une médaille. Ok. Bah oui, parce que du coup, il faut savoir que tu prépares actuellement les JO de 2024. C'est ça. Donc gros enjeu, mais on aura le temps d'en parler. J'ai une question que j'aime bien poser aux personnes qui viennent sur le podcast. On peut penser que cette question, elle est genre hors sujet, mais en fait, je trouve qu'elle permet vachement de comprendre comment fonctionne la personne. Mmh. Quel genre d'enfant tu étais ? Comment tu pourrais décrire l'environnement dans lequel tu as évolué et les valeurs que tu as reçues ?
Moi, j'ai eu cette chance, on peut le dire quand même, parce qu'on n'est pas nés sous la même étoile, comme dirait un certain rappeur. Hem, Au final, j'ai eu une chance dans le sens où, j'ai eu une enfance très heureuse, très entourée, très protecteur aussi. Je manquais de rien. J'ai eu une super éducation, au final, où, les valeurs, étaient autour de la bienveillance, beaucoup d'estime de soi. Par contre, très protecteur. C'est-à-dire que, je j'avais, j'avais vraiment beaucoup de protection, de mes parents, de ma famille. Dès que tu rencontres un obstacle ou voilà, ils étaient là pour m'aider, toujours. Mmh. Donc du coup, je me suis construit comme, ouais, un enfant, franchement, je pouvais faire j'ai eu la chance aussi de pouvoir pratiquer du sport. Mes parents m'emmenaient, à mes matchs, mon père m'emmenait. J'ai découvert la musique, j'ai découvert et à l'école, j'étais pas si mauvais que ça. Donc du coup, c'est facile aussi. J'avais des facilités à l'école. Mmh. Donc du coup, quand tu as tout ça, tu pas forcément de problème. Mmh. Hem, Ouais, finalement, tu avais pas rencontré, d'obstacles qui étaient suffisamment importants pour qu'en plus tu aies à les résoudre par toi-même? non, c'est ça et puis, j'avais l'environnement déjà adéquat Mmh. pour que tout aille bien, et puis ensuite, beaucoup d'amour et en tout cas les valeurs qu'on m'a transmises aussi, hein, c'est, beaucoup de choses dans c'est-à-dire que moi je me rappelle d'une chose, c'est que mes parents me disaient, bah, tu beau être fi ils étaient fiers de moi dans ce que je pouvais faire, mais ce qui était le plus important, c'est que, moi je sois fier de moi Mmh. et qu'ils m'ont toujours, transmis ça. C'était que, bah, eux, ils travaillaient, donc j'avais ce modèle-là aussi de parents qui travaillaient, qui avaient bien réussi leur vie, qui ont bien travaillé à l'école. Donc du coup, moi j'avais ce modèle-là, mais eux m'imposaient pas non plus: «Tu dois faire ça, tu Mmh. dois arriver à tel niveau». Ils m'ont toujours dit, «C'est ta vie». Ouais. Alors c'est facile à dire quand j'ai des facilités à l'école. Je pense que j'aurais été un cancre à l'école, peut-être que j'aurais eu autre chose, comme éducation, mais voilà, j'avais quand même ce sentiment-là. Après, j'ai eu plein de pépins physiques dès l'âge de même de 3 ans. J'ai fait une méningite, où j'ai failli rester. J'ai fait, des grosses crises d'épilepsie, jeune aussi. Donc, on va dire que j'ai plutôt fait des frayeurs à mes parents. Mmh. Et puis, bah, à l'âge de 17 ans, c'est là où on me diagnostique aussi mon cancer. Et, et ce qui est même assez fou, c'est qu'à l'âge de 17 ans, quand moi j'apprends ça, je le vois pas comme, quelque chose qui me tombe dessus, mais je le vois comme un super gros défi qui m'appartient et une grosse difficulté que moi je peux relever. Ouais, donc tu avais quand même déjà cette mentalité de voir les obstacles comme juste, bah, des trucs à dépasser et pas comme des fatalités ou des choses qui t'accablent et où tu as toute la misère du monde sur les épaules, quoi. Non, parce qu'en plus, je pense que j'ai quand même un gros caractère et je suis hyper têtu. Et j'aime pas perdre. Bref, tu vois, et puis on me dit pas ce que je peux pas faire. Donc avec tout ça, ça mêle le fait que dès que je vois un obstacle, vu que je suis têtu et que je veux réussir, bah, je suis assez persévérant ou peut-être Ouais. buté, je sais pas comment on peut le dire, Ouais, ouais, je mais ça aide. ouais, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Enfin, ce truc un peu de la pe après, je pense que c'est pas que l'apprentissage, il y a aussi la graine. Enfin, on a tous un caractère un peu différent et après, c'est sûrement aussi ce qu'on vit qui renforce ce truc-là, mais tu l'avais sûrement déjà de base. Donc et du coup, par rapport au sport, tu as dit que tu étais déjà sportif quand tu étais jeune. Tu faisais quel sport? Tu as commencé à quel âge? C'était quelque chose qui était encouragé dans ta famille? Alors, encouragé, pas du tout, dans le sens où mes parents sont pas du tout sportifs. Alors, ma mère, pas du tout. Mon père, en fait, il a une capacité dans le sport qui est assez impressionnante, mais il s'est jamais mis à faire du sport. Par contre, moi, petit, je me rappelle quand on faisait du sport ensemble, il se dépassait, même, pas si longtemps, quand il se lance des défis, il y va, sans préparation, sans rien et c'est assez fou, ce qu'il arrive à faire. Donc je pense que j'ai hérité de ça de lui, tant mieux. Et sinon, moi, j'ai commencé le sport assez jeune parce que j'aimais ça et parce que j'étais grand aussi, donc je me suis mis, dans le basket.
J'étais surclassé vu que je faisais la même taille que ceux des années qui me précédaient. Euh, et ça, j'ai touché quand même à pas mal de sports parce que j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sports. En fait, c'est ça qui était assez intéressant, c'est que mes parents m'ont aussi ouvert sur cette curiosité et m'ont jamais interdit n'importe quoi que je voulais faire. Donc j'ai testé un peu tout ce qui me passait par la tête, mais c'est vraiment plus dans le basket que j'affectionnais, que j'étais, ouais, ouais, c'était une vraie passion, jeune. Euh, Ouais, et, des sports d'équipe, enfin plutôt des sports d'équipe ou en contact avec un truc qui se lance ou qui s'envoie entre plusieurs ouais, personnes. ouais, je sais pas, c'est parce que à cette époque-là, je sais pas, j'étais vraiment amoureux de ce sport-là, parce qu'on voyait même aux JO, moi les JO, quand j'étais petit, je regardais la NBA, bah, je regardais la, la Dream Team, je regardais la NBA, c'était ça qui, moi, quand je regardais le sport, c'était ça, et la F1, mais bon, je me suis pas mis Ouais, dans les sports mécaniques. Mais ok. voilà, c'était aussi le rituel avec la famille de regarder ça. Mon petit frère, qui a 3 ans de moins que moi, fait pas loin de 2 mètres. Donc du Ah coup, oui. voilà, lui aussi, il a suivi aussi les traces du basket. Ça nous plaisait, on en faisait ensemble. Et voilà aussi, c'est ça qui fait que ça m'en a fait. C'est resté. Ouais. Puis en plus, tu vois, je pense que on a beau encourager les gens à faire plus de sport, etc. Tu le vois assez vite que les personnes qui vont, je pense, réussir enfin, à en faire quelque chose d'indispensable dans leur vie, c'est quand même souvent des gens enfin, qui ont toujours été habitués à en faire déjà dès le plus jeune âge. Même si bien sûr, tu as des gens qui aujourd'hui se mettent au sport sans en avoir forcément fait avant. Enfin, je pense que ça aide quand même énormément à ce que ça se perpétue et que ça devienne un mode de vie enfin, normal en fait, une fois arrivé à l'âge adulte. Mm, mm. Oui, après, je pense que ça va dans l'éducation. Je pense que encore une fois, euh, en fait, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été traumatisés du sport à l'école, Ouais, ou même de certaines matières, mais vu que le sport fait partie d'une matière aussi, c'était, bah, c'est noté, il faut faire la performance vis-à-vis des copains, vis-à-vis de tout ça. Et il y a des choses où on n'est pas forcément bon, et donc c'est jugeant, il n'y a pas beaucoup de bienveillance non plus au collège, donc du coup, ouais, c'est clair. ça n'aide pas, et, Mm. et ça laisse des traces. Encore hier, j'étais en, en cours de natation avec mes enfants qui sont en grande section, et quand je trouve pour moi la maltraitance envers des enfants, mais t'y arrives pas, allez, essaye, vas-y. Je Mm. me dis, bah non, c'est pas comme ça que tu vas traumatiser le gamin à aller dans l'eau, et bah ça se trouve, il voudra pas aller là-bas, quoi, après. Ouais. Mais je me rappelle même entre filles et garçons, il y avait aussi un truc hyper dur à la période du collège, la natation au collège, mais c'était traumatisant. Parce qu'il y avait les corps, tu compares le corps des autres, etc. Puis t'en as qui sont moins bons, t'en as qui ont peur, t'en as qui sont pas à l'aise, t'en as qui ont pas de souffle. Franchement, pareil, moi j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite, en dehors de l'école. Mais c'est vrai que le sport à l'école, c'était traumatisant. Enfin, c'était vraiment l'horreur, quoi. Bon, en fait, l'école, en fait, on est dans ce système de comparaison aux autres. Alors, tu as besoin, peut-être, au démarrage, pour exister, tu as besoin de te comparer aux autres et de te construire. Mais c'est tellement dur. Et au final, si on arrivait à avoir une éducation centrée sur soi, avec un entourage autour, mais on n'est pas en comparaison avec les autres, Mm. peut-être que ça marcherait mieux. Là, je parle de sport, mais dans d'autres matières aussi. Donc, Bien sûr. Ouais, oui, oui, il y a beaucoup cette culture, en France, et dans beaucoup de systèmes éducatifs, tu as beaucoup ce système de notation, ce système de comparaison. Donc forcément, ça entretient aussi bah, des, des, un mal-être, quoi. Mais non, en tout cas, je te rejoins sur le sport. Et du coup, donc, tu faisais du sport et arrive l'âge de 17 ans, on te diagnostique ce cancer. hmm. Comment ça a été diagnostiqué? Comment ça s'est manifesté? Parce que tu vas pas faire des check-up enfin, tu vas pas faire un check-up médical intégral tous les 6 mois quand tu as 17 ans. Et puis Non. ensuite, qu'est-ce que tu as eu comme parcours médical? Comment tu as été suivi?
Du coup, alors ça s'est, diagnostiqué, c'est là où on revoit encore l'enfance heureuse que j'ai eue. Je suis parti en colonie Ouais, aux USA, OK. donc ça, c'était top. J'ai beaucoup voyagé aussi petit, ça, juste pour faire la transition par rapport à mon enfance heureuse et mon ouverture. Ça aussi, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager et d'aller, à plusieurs reprises, aux États-Unis. Donc là, je suis allé aux États-Unis, on était en colonie et puis, bah, on est en short et puis, les gens se rendent compte qu'en fait, j'ai une jambe plus fine que l'autre. Donc mes copains de colo, voient ça. Moi, je m'alerte pas plus que ça, parce que je me dis que je suis un peu comme au tennis où tu as un bras plus fort que l'autre et je me dis: «Bah, ma jambe gauche est plus forte parce que c'est mon pied d'appel». Heu je vois pas ça, différemment, genre je me rends pas compte que, il y a une gravité derrière tout ça et en fait, je prends rendez-vous, à mon retour en début d'année où en plus il faut faire un certificat médical pour le sport. Donc j'en profite et là je dis juste à mon médecin, «Bon, apparemment j'ai une jambe plus fine que l'autre, possible de me prescrire des séances de kiné, on va renforcer la jambe droite», et voilà, on fait ça. Et là où, on repart sur un examen très basique qu'on a pu faire à l'école, avec les enfants, au tout début. Le petit coup de marteau qu'on met sur le genou, où du coup, ben, hop, le genou se lève. Le gauche, ça bouge bien et le droit, pas du tout. Heu, donc s'enchaîne pas mal de rendez-vous médicaux. Je fais un électromyogramme au début parce qu'on pensait que c'était le nerf qui était touché, vu que c'était neurologique. On a analysé directement ça, pour écarter, je pense toutes les maladies, autour des nerfs, ça aurait pu être, une sclérose en plaques ou des choses comme ça. Pas de signe à ce niveau-là, donc prochaine étape, c'est le scanner et quand je fais un scanner, une IRM pardon et quand je fais l'IRM, on se rend compte que j'ai une énorme masse dans l'abdomen, et donc là s'enchaîne, biopsie pour savoir si, déjà il faut trouver aussi les bons médecins. Ça aussi c'est un vrai parcours. Là-dessus, bah, encore une fois, bien entouré, ma mère, bon après, j'ai que 17 ans donc du coup c'est difficile à 17 ans d'aller chercher aussi, et prendre, rendez-vous avec des bons médecins et ainsi de suite. Mais voilà, je suis bien suivi et le professeur, la première fois juste au cliché, de l'IRM, il me parle, mais il me parle de cancer, il me parle de chimio, il me parle de tout ça et j'étais pas prêt. Mais en même temps, il m'annonce tout ça et il a pas encore fait la biopsie et puis, et il me dit un truc assez important et moi qui m'a montré la gravité aussi de la chose, c'est qu'au moment où il me voit et il me dit: «Bon, on va faire la biopsie», quand il voit les à l'IRM et il me dit: «Biopsie, on la programme la semaine prochaine». Moi, je lui dis: «Impossible, semaine prochaine, bac blanc, impossible, je peux pas» et lui, il me dit: Jeune homme, dans la vie, il y a plus important que le bac» et là, j'ai compris la gravité de la chose parce que tout mon entourage, prof, même mes parents, «Tu es l'année du bac, je suis désolé, mais c'est ça la chose la plus importante de ta vie». Et tout le monde te le rabâche qu'il faut travailler, toute l'année pour avoir son bac et ainsi de suite et là, tu as le médecin qui te dit l'inverse, qu'il y a plus important dans la vie. Donc là, ouais, ça relativise un tout petit peu et je fais ma biopsie, bien sûr. L'œil du professeur a vu, c'est bénin, c'est, contraire à malin, donc du coup, c'est cancéreux. Ouais, malin, c'est cancéreux et donc s'enchaînent, pas mal de séances de chimio. Je suis sur un protocole, vu que je suis jeune, assez lourd. 1re séance de chimio, ouais, 2-3 jours après, perte, bah, voilà, toutes les pertes de cheveux et ainsi de suite, c'est mon j'ai les poignées de cheveux qui partent, donc du coup, c'est mon frère, et mon père qui me rase la tête. Bref, on fait tout en famille, beaucoup de soutien, c'est assez fort et puis, en fait, pendant 1 an, honnêtement, j'ai un vrai blackout de tout ce qui s'est passé parce que j'étais en mode survie. La seule chose que je faisais, c'était encore du basket. J'étais déscolarisé. J'arrivais pas à suivre les cours à l'école, trop fatigué. Donc j'ai arrêté cette année-là
En plus, année du bac, donc c'était trop complexe. La seule chose que j'avais gardée, c'était cours d'anglais parce que j'étais pas super fort à l'école. À l'époque, je savais pas compris le sens de pourquoi il fallait apprendre l'anglais. Et j'avais demandé à ma prof de maths de m'envoyer tous les cours de maths parce que ça m'amusait les maths. Donc voilà, il y a des tarés. Moi, je fais partie de ceux-là où les maths, je trouve ça drôle. Et donc du coup, j'avais demandé les cours de maths parce que ça me plaisait. Voilà, toute cette année-là, blackout parce que je très fatigué, donc je dors toute la journée et le soir aussi pour me rassurer parce que mes parents vont travailler, même si ils étaient là le plus souvent possible, mais en journée, j'étais un peu seul à la maison, donc je préférais dormir. Et le soir, vu qu'ils dormaient, ils étaient là. J'étais plutôt à regarder des séries, donc Mmh. séries, télé. Et je vivais la nuit. J'allais à l'entraînement une fois à l'entraînement par semaine et les matchs le week-end. Je gardais quand même une activité physique. Et le sport m'a tellement aidé à ce moment-là aussi Ouais. Mais, à tu garder un lien social. ouais, parce que du coup, tu voyais quand même des amis, tu avais des a enfin, en dehors de ta famille, tu avais des amis proches qui te soutenaient? Pas trop, en fait. Ça m'a fait grandir d'un coup aussi et je me sentais tellement décalé avec ce que vivaient mes copains d'école, les histoires, les amourettes, le bac. Moi, j'étais pas là-dedans du tout. Donc au final, j'avais plus de relations avec les amis de mes parents, bizarrement, qui, ouais, je voulais savoir sur la vie, les choses. Donc moi, ça m'a fait grandir énormément et le seul lien que j'ai gardé, c'était le sport avec mes copains du basket avec qui je faisais du basket. Et puis, bah, pour l'anecdote aussi, vu que j'avais plus de cheveux, moi, je me sentais un Michael Jordan, tu vois. Michael Jordan blanc, en mode, je pouvais tout faire. Donc, j'avais pas d'handicap à ce moment-là. J'étais juste épuisé physiquement. Mais cet épuisement, même, je sais même pas comment je faisais pour faire des matchs. Je rentrais, j'étais totalement HS. Je mettais du temps à m'en remettre, mais ça me faisait un bien fou. J'avais ce besoin de me dépenser physiquement vu que je faisais rien et je suis même persuadé aujourd'hui que c'est grâce à ça, un peu aussi avec la chimio, mais que tu arrives à vaincre, cette maladie-là parce que, j'ai donné à mon cerveau de l'endorphine, j'ai donné tellement de choses aussi à mon cerveau, de bien-être, par le sport que ça m'a énormément aidé. Moi, je suis convaincue que le sport guérit, beaucoup de choses. Quand tu vois la production d'hormones que ça génère, Mmh. la stimulation des défenses immunitaires et cetera, tu peux facilement te dire que, mine de rien, le sport peut quand même aider à éviter de choper certaines choses, que souvent les gens chopent toute l'année, les rhumes, les machins, les grippes, les trucs. Mmh Donc, mh. oui, il y a sûrement un lien de cause à effet avec, bah, ta guérison qui a été aussi, bah, soutenue par la chimio, Ouais, mais quand même même. sur le plan mental, Même quoi. beaucoup, je pense quand même, un peu, vu les doses qu'ils ont mis quand tu es jeune pour guérir, mais voilà. Mais après le truc, c'est qu'au bout de 6 mois donc j'avais fait, je pense 5 ou 6 séances de chimio. J'allais 3 jours à l'hôpital toutes les 3 semaines à peu près. En fait, à la base, c'était 3 semaines, mais il fallait que les plaquettes remontent assez, à toutes mes défenses immunitaires, sinon je pouvais pas. Vraiment, en fait, le but de la chimio, c'est que ça détruit tout, hein. C'est un gros, gros dextop. On t'ingurgite ça et puis, ça doit tuer toutes les cellules, bonnes, mauvaises, ça trie pas. Donc, tes défenses immunitaires, elles sont en alerte totale. Et hem et donc du coup, voilà, j'avais ça et à la fin, en fait, mmh, à force de, l'IRM montre, je faisais des IRM de contrôle pour vérifier, que la tumeur, bah, diminuait bien, que les séances fonctionnaient et puis au bout de la 4-5e, on se rend compte que ça bouge plus du tout. Il y a plus de diminution donc bah, ils décident d'opérer. Ça fait quand même la taille d'un pamplemousse à ce moment-là où ils opèrent et là, en fait, au moment où ils ouvrent, ils se rendent compte qu'en fait la tumeur elle est construite totalement autour du nerf. Donc là, pas le choix, ils coupent et ils sont obligés de, de sectionner ce nerf et c'est ce qui va induire après derrière toute la l'handicap et tout ce qui va enchaîner derrière. Mais moi, j'étais prêt, dans ce combat vis-à-vis de la maladie, mais alors par contre sur le handicap, j'étais pas prêt du tout.
Ouais. mais vraiment pas. Parce que du C'est-à-dire coup, que je la 1re conséquence de l'opération, ça a été, que ton muscle, si je comprends bien, le muscle de ta cuisse ne pouvait plus être mobilisé? C'est ça. C'est-à-dire que l'atrophie que j'avais, parce que la tumeur comprimait le nerf, donc passait moins l'information. Donc c'est pour ça que j'avais cette atrophie un peu du muscle, mais je pouvais quand même marcher, je pouvais quand même plier, je pouvais tout faire. Là, le fait de le sectionner, 2 jours après, mon muscle, déjà le jour même, je pouvais plus bouger la jambe parce que j'avais plus de réaction, mais le muscle, il a fondu en ouais 2 jours. C'est-à-dire que j'avais mon muscle est toujours là, mais paralysé. Et donc ouais, plus de sensibilité aussi. Hem et ça va je me relève quand même assez vite. Au bout d'une semaine, je crois que je sors, déjà de l'hôpital, en béquille parce que j'avais pas envie de me mettre dans un fauteuil et puis même le médecin, il m'a dit: «Ouais, tu es jeune, tu y vas, on y va». Ah, il était assez dur avec moi et en même temps, ça m'a fait du bien aussi. Mais il a été dur dans le sens aussi où il m'a dit que je pourrais plus jamais remarcher normalement, donc je serais là à boiter. Et que je pourrais plus jamais courir et c'est ça qui a été dur pour moi. C'est, ce que je pourrais plus le faire, donc il m'a dit ça, mais soit il me connaissait très, très bien, ce que je doute, mais en tout cas, ça a hyper bien marché chez moi parce qu'avec mon caractère de: «Tu vas pas me dire ce que je peux pas faire», moi, ça m'a aidé à aller, me dépasser et surtout à faire en sorte que, bah, je vais te prouver que si, je vais remarcher sans que ça se voit. Donc j'ai fait beaucoup de séances de kiné, beaucoup de séances de rééducation là-dedans, à réapprendre, sans ce muscle. Donc il y avait toujours des moments où ça se voyait, je pouvais pas monter les marches comme tout le monde et je pourrais jamais aujourd'hui. Vu que je suis grand, ça va, j'utilise que ma jambe gauche et je monte 2 marches et après une seule. Ah, même pas une seule, mais zéro, je reviens au même point, mais au lieu de faire une marche par marche, je fais 2 marches avec la jambe gauche. Donc je vais à la même vitesse, mais je les monte différemment. Mais c'est exactement ça, en fait. Mon objectif à ce moment-là, c'est de dire: «Je veux pas être freiné par l'handicap» et donc du coup, je vais trouver toujours des adaptations pour aller à la même vitesse, voire même plus vite, mais ça va pas être un frein pour moi. Et c'est comme ça que j'ai eu ce mindset en tout cas où je me suis, concentré, sur ça, à me dire qu'au final, bah, je vais te prouver que je peux remarcher normalement et surtout l'image que moi j'avais du handicap à ce moment-là, il faut se remettre, j'ai 18 ans, je suis un homme, je suis en pleine dans ma virilité où je dois m'affirmer et là on me met que j'ai un handicap. L'handicap, je vois comme quelqu'un qui est plus capable d'eux, hem comme l'image que j'avais du handicap, c'est-à-dire, personne en fauteuil, personne diminuée, personne, qui en limite, on pourrait même dire en fin de vie ou quelqu'un, tu vois, qui pourra plus rien faire de sa vie. Donc moi, je veux pas du tout être catalogué comme ça, donc je fais tout pour, le cacher et cet handicap qui est moteur quand même, qui est visible, bah, j'ai tout fait pour le rendre invisible. Ouais. Ouais, finalement, le côté, «Tu pourras pas faire ça», au lieu de te déstabiliser, ça t'a juste, boosté pour, en fait, leur prouver que en fait, si, tu vas aller, jusqu'au bout et tu vas pouvoir marcher, tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie, quoi. C'est exactement ça. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté, la vision que tu avais du handicap, parce que je pense qu'on est beaucoup, bah, encore plus à l'âge que tu avais, de l'avoir cette, vision-là de personne, en marge de la société, enfin, qui peut pas faire tout ce que les autres font, hem, ouais, qui a quelque part, tout un pan de sa vie qui n'est pas accessible, on va dire. Enfin, je le dis comme ça parce que je pense on est beaucoup à le voir comme ça quand surtout quand on est jeune. C'est ça, mais même si tu le prends, même regarde sur un exemple même, une remarque comme ça, c'est, «Fais pas ton handicapé». Ça veut dire Ouais. quoi? Ça veut dire que Ouais, là, ça veut rien fais dire en plus. Enfin, ouais, c'est arrête de entre guillemets, pour moi, cette expression «fais pas ton handicapé», c'est, sois pas diminué, fais pas ça. Donc on est dans cet esprit-là qu'une personne handicapée, c'est une personne diminuée, mmh, moins forte et ouais, on a vraiment cette image-là, je pense à 90 du temps, d'une personne qui est en situation de handicap. mmh et heu
Et du coup, enfin, donc t'apprends à finalement, tu as 17 ans, 18 ans, t'apprends à dépasser, on va dire, vivre, je sais pas comment on pourrait dire, mais vivre avec ce nouveau cet handicap-là, Ouais, qui est revivre avec pas ce trop visible, mon mais nouveau quand même, corps. ouais, qui est, enfin, un nouveau corps, un handicap qui est, si on te croise sans trop te connaître, peut-être qu'on le voit pas forcément, C'est ça. mais ça a quand même des conséquences, au quotidien, je suppose, surtout au début? Au début, ouais, carrément, parce qu'en termes de mobilité, c'était très compliqué, donc du coup, j'ai passé vite le permis parce que franchement, les transports en commun, c'était vraiment galère. Mmh. Donc j'ai encore une fois la chance, je peux passer le permis, je passe mon permis, sur une boîte auto, Mmh. je trouve mon autonomie à ce moment-là, heu et hem et ça va vraiment m'aider sur l'aspect vraiment pratique. Après, beaucoup de combats aussi, à l'anecdote, encore une fois, je suis en donc là, j'ai mon bac, l'année d'après et puis, en termes d'administrative, c'est il y a la reconnaissance de tout ça. L'anecdote, c'est que donc je suis à l'UT, donc je suis à la f j'ai des cours à la fac de Nanterre et à la fac de Nanterre, pour rentrer, en fait, pour se garer autour de la fac de Nanterre, c'était toujours galère. Donc je demande, et puis même pour y accéder, mon bâtiment, il était à l'opposé de soit du parking ou même du métro si j'avais vraiment besoin de prendre le métro. Donc je demande juste d'avoir accès à l'intérieur du campus Ouais. en voiture et là ils me disent: «Ouais, mais seulement si vous avez, votre macaron handicap». Je fais: «OK, comment on fait pour l'avoir?» «Ah bah, il faut faire la demande» et ainsi de suite. Ouais, donc en fait, tu étais pas du tout aidé, en fait. Enfin, tu dois tout découvrir par toi-même, tu dois faire toutes les démarches par toi-même. Ouais, c'est ça et alors encore une fois, voilà, maman est là, elle m'aide dans ses démarches et tout, donc elle reste toujours là. De toute façon, une maman restera toujours une maman, mais voilà, à ce moment-là, elle m'aide encore beaucoup, sur ça, sur toutes ces démarches-là, donc j'apprends, elle m'aide là-dessus et puis en fait, on passe un moment fou pour avoir juste ce macaron. Vraiment, ça je pouvais pas marcher, j'avais des béquilles au début, je marchais pas longtemps et c'était vraiment compliqué et je l'ai jamais eu. On me l'a toujours refusé à ce moment-là et je l'ai eu bien plus tard. C'est ça qui est fou. Au moment où je dirais que j'en avais le moins besoin par rapport à avant et je l'ai eu plus tard, mais je l'ai eu 10 ans après et c'est ça où je trouve fou. C'est-à-dire que par rapport à toutes ces démarches et ça a été au final, ils je pense qu'ils sont là pour décourager parce que sinon il y a beaucoup de demandes et puis il y a ceux qui insistent, qui insistent, qui insistent, qui ont vraiment quelque chose donc des fois, j'ai envie de dire insister, juste pour, un peu mon esprit encore, têtu, continuer à insister. Embêtez-les le plus longtemps possible parce qu'à un moment, c'est eux qui vont céder. Mais il faut avoir cette persévérance parce que franchement, même d'un point de vue administratif, vraiment cette reconnaissance-là, elle est vraiment compliquée et j'en parle même pas maintenant après, quand j'ai découvert quand tu travailles, cette reconnaissance, Ouais, bah, pour le travail, pour tout c'est ce ça. que je me demandais parce que tu sais, enfin, moi, de ma petite expérience professionnelle, je n'ai, je pense, jamais croisé qui que ce soit, heu, qui avait un handicap, en tout cas visible. Après, il y avait peut-être des handicaps invisibles que je ne connaissais pas. Mmh mh. Mais je me dis qu'en fait, ça, c'est un exemple type, pour le coup, très pratico-pratique sur le fait de garer sa voiture et cetera. Mais est-ce que tu as remarqué aussi d'autres, formes d'inégalité, dans la vie, en société française, sur le plan, je sais pas, de se loger, de ouais, mais même pour avoir un travail, pour, Aujourd'hui au niveau moi des ça va, employeurs? je l'avais caché donc ça allait, pour le travail et j'en parlais pas, je me déplaçais, j'avais ma voiture, donc j'avais trouvé plein d'adaptations, me concernant, ça allait très bien. Après des difficultés pour se loger, ça allait, aussi, mais par contre le jour où j'ai décidé d'acheter, et qu'il fallait faire un prêt, bah, tout est alors maintenant, il y a plus de ces questions-là avec l'assurance, vos antécédents et ainsi de suite, mais pour trouver quelqu'un qui m'assure pour mon prêt logement, avec, un ancien cancer, avec tout ça et sans qu'il t'assassine avec des taux d'intérêt de malade, bah, c'était galère. Donc aujourd'hui ça va, il y a plus besoin de tout ça. On a avancé, mais ouais, au final,
il y a une inégalité un petit peu où au final, tu as perdu en autonomie, tu as perdu sur pas mal de petites choses comme ça. Et en plus, tu dois faire toutes tes démarches pour te battre avec ça. Et ça, je dirais, c'est juste français. C'est-à-dire que quand tu veux monter ta boîte, quand tu veux faire des choses, tu te dis, mais c'est toujours galère l'administratif en France. Alors que je vois maintenant en voyageant, en voyant d'autres entrepreneurs ailleurs, je me dis en fait, bah, on n'a pas les mêmes freins. Mais par contre, une fois que, que tu as réussi à dépasser tout ça, bah, au final, tu es peut-être armé Ouais. pour Ouais, pour s'affronter, bah, quoi. C'est vrai qu'en France, tout est compliqué. Enfin, que tu sois valide et encore plus quand tu es invalide, mais quand tu as une «invalidité» entre guillemets, quelle qu'elle soit, tu galères dans tout et comme tu le dis très bien sur l'entrepreneuriat, tout est fait pour mettre des freins, enfin, sur le plan, administratif, sur, envoyer les papiers, les machins, tout est ouais. compliqué et Il y avait un même tu sketch de Roman Frécinet, j'avais adoré là-dessus, c'est que il disait, moi, je voulais entreprendre, mais à la fin, je comprenais plus rien, je savais même plus pourquoi je voulais créer ma boîte. ouais, ouais, Mais ouais, c'est mais ça exactement ça. C'est non, que non, c'est clair. si tu passes autant de temps dans l'administratif, t'es plus sur ton business, ton cœur de où tu voulais créer et ça empêche tout ça. C'est ça qui est un peu dommage, mais même s'il y a plein d'aides, même s'il y a plein de choses, je trouve que quand même c'est pas simple. Ouais, puis même Donc voilà. pour faire un parallèle avec l'entrepreneuriat, même Mm. si c'est un peu c'est une petite divergence, mais finalement, tu retrouves encore le côté compétition, malsain, même à l'âge adulte dans le milieu professionnel en France, que tu n'as pas à l'étranger quand enfin, tu vois, je sais pas, aux États-Unis, tu lances ta boîte, en fait, on t'acclame, on te félicite, on te prend comme exemple. En France, tu as tout de suite ce côté un peu rivalité où, enfin, les gens qui réussissent de manière générale dans la vie en France sont pas aussi bien perçus que s'ils étaient aux États-Unis. C'est parce que après moi ça c'est mon point de vue aussi, c'est qu'aujourd'hui en fait on est encore beaucoup dans la comparaison et c'est dans notre système éducatif depuis le début. Ouais. Tu te compares par rapport aux autres. Et donc vu Mmh. que tu te compares par rapport aux autres, je trouve pas que ça te tire vers le haut. Les gens autour de toi ne sont pas là pour te tirer vers le haut et donc du coup t'es pas l'autre à côté de toi est un concurrent et pas un modèle. Ouais, c'est ça. Et et que ça soit même dans le sport, je trouve aujourd'hui euh, hmm, j'ai quand je vois le mindset qu'ont d'autres pays par rapport à les sportifs entre nous Français, j'ai l'impression que on est en guerre Ouais. entre nous pour accéder au Graal, mais au final, non, l'objectif, c'est que on aille chercher une médaille d'or, mais on doit s'entraider pour aller chercher ça. Mmh. On est les rivaux, ils sont pas à l'endroit que tu imaginerais. Mmh. Mmh, mais ouais, Et on est vraiment en comparaison ouais, ouais. tout le temps. Et sur le plan, comme tu le disais, de la difficulté, des conséquences, on va dire, purement administratives, est-ce que toi, tu as observé en tant qu'homme, une différence dans la perception qu'on pouvait avoir de toi? Ou, des a priori ou, je sais pas, peut-être, Moi, je l'ai genre tellement bien caché, je vois ce que tu veux dire. Je ouais, l'ai tellement bien caché que non. Et en fait, ces barrières-là, c'était moi qui me les suis mises, en fait, tout simplement. Le regard des autres, pourquoi je le cachais, pourquoi j'en parlais pas, pourquoi je le dissimulais autant, c'est que j'avais tellement peur du jugement des autres et que les gens me voient diminuer ou qu'ils aient pitié ou que je veux pas qu'ils s'en servent, entre guillemets, pour soit s'attendrir sur moi ou ainsi de suite. C'est pas non plus ce qui me définit. mmh, C'était juste un fait et puis, hem, moi, j'avais cette chance, en tout cas, de pouvoir le cacher, contrairement à une personne qui est en fauteuil, qui est là et qu'elle a pas le choix, ça fait partie maintenant d'elle et tout le monde le voit et donc du coup, tu dois te construire différemment. mmh, Hem, donc ouais, moi, je pense que j'ai eu quand même cette chance en le cachant. Hem, après c'est à double tranchant entre guillemets, hein, parce que du coup cet handicap, il existe quand même, mais le fait de le cacher, j'avais pas de regard des autres. C'est moi qui pouvais choisir si j'en parle ou j'en parle pas et par contre le fait que du coup je rende ce côté un peu invisible, du coup, bah, tu pas non plus à travers ça et donc du coup, tu es tout le temps en train de compenser.
Ouais. et c'est pas bon non plus. Ouais, Donc ouais, je c'est comprends. là où il faut trouver le juste milieu et c'est là où tout est, l'objectif de ce chemin d'acceptation par rapport à tout ça. Mmh. Et et du coup, tu as fini par choisir de te lancer, complètement dans le sport de haut niveau. Tu as forcément, je suppose, dû faire des sacrifices parce que, j'imagine en tout cas parce que tu passes pas d'un milieu professionnel classique à un milieu, d'athlète professionnel comme ça. Enfin, tu as forcément un changement de rythme de vie, tu as forcément un changement de, je sais pas, même en termes de niveau de vie. Enfin, est-ce que ça, ou alors est-ce que peut-être ça a été très simple? Je sais pas. Déjà, ça a été très progressif dans le sens où à 30 ans, j'avais besoin de me reconnecter sur d'autres choses, redonner du sens, comme je disais. Donc, je me suis lancé ce défi-là de faire les Jeux paralympiques. Maintenant, je savais pas du tout dans quel sport. Je pratiquais le badminton depuis seulement 2 ans. Ouais, C'était pas non plus, j'avais pas cette destinée, mais voilà, je suis tombé amoureux de ce sport OK. et, et ça m'a toujours animé. Voilà, c'était une grosse passion, un gros coup de cœur par rapport à ça. Et après, c'est des opportunités. En fait, c'est pour moi, la vie est faite de milliers d'opportunités. À nous de les saisir, d'en voir ce qu'on en fait. Et puis, même dans ton introduction, je trouvais ça très vrai. C'est ça, c'est par rapport à ce qui nous arrive. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mmh. Et, et du coup, aujourd'hui, je me suis lancé dans le para-badminton. Euh, je dirais par hasard parce que c'est un peu ça, hein, j'ai saisi des opportunités. Premier championnat de France, du coup, je découvre que le para-badminton existe. Je demande à, au sélectionneur comment ça se passe, les classifications, si on peut faire des compétitions internationales. Moi, ça m'intéresse. J'adore ce sport. Je suis en situation de handicap. Comment ça marche? Mmh. Là, je suis convoqué à un stage d'équipe de France. Il partait sur un tournoi, tout se construit à ce moment-là. Ça faisait à peine 2 ans, 3 ans que ça se développait. Moi, j'arrive aux prémices un peu de ce développement. Donc là, on est en 2015. Et donc, je fais ma première compétition internationale. Première compétition, c'est là où je me fais classifier. Et là aussi, ça a été pour moi le plus gros chamboulement de ma vie, c'est que euh, il me classifie. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je suis reconnu en situation de handicap. Les autres autour de moi me voient en situation de handicap. Je peux Ouais, plus le cacher. ouais, Donc, dans mon acceptation, et elle est radicale. C'est je me mets au grand jour, je me mets à nu. ouais. Et en même temps, en plus, cette classification, donc il me catégorie dans la catégorie SL3, donc c'est les personnes qui sont atteintes aux membres inférieurs. Et la particularité, c'est qu'on va jouer sur un demi-terrain. Donc limiter la taille du terrain par rapport à mon handicap, par rapport à ce que je pouvais faire. Moi, jouer sur grand terrain, je galérais. Et là, le fait que ce soit sur un demi-terrain, je me dis, ouais, en fait, j'ai des vraies chances. Mmh. Je suis grand, ça va le faire, c'est parfait. Et pour moi, c'est la meilleure nouvelle qu'on m'annonce. Là, je rencontre le numéro 1 mondial, je le vois, il fait une tête de moins que moi, il est tout gringalet. Je me dis, waouh, easy, je vais le battre. Ah, mais je suis allé vraiment innocent, tu vois. Et là, il me met 21-10, 21-10. J'ai fait, ok, il y a du chemin. Et en même temps, aujourd'hui, je l'ai jamais battu. Il est toujours numéro 1 mondial. Il est encore plus fort. Il me met toujours 10 et 10. Même s'il veut, il pourrait même moins encore. Mais ça m'a toujours poussé en me disant, bon, il est plus si gringalet que ça maintenant. C'est devenu une bête. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a toujours poussé en me disant, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Mmh. Et ça m'a toujours guidé aussi sur la suite. Et puis après, j'ai enchaîné championnat de France, j'étais champion de France. Donc, je l'ai fait crescendo en fait. C'est-à-dire Ouais. que j'ai demandé à mon club est-ce que je pourrais avoir des heures d'entraînement. Je m'étais jamais entraîné au badminton, je connaissais rien, la technique, c'était pas ça. Je me débrouillais juste avec des, des facilités que je pouvais avoir dans le sport de base, mais c'est tout. J'avais aucune technique là-dedans, donc je partais vraiment de loin. Je suis quand même champion de France cette année-là, donc en 2015. Mon club, je leur demande s'ils peuvent m'entraîner. Si là, je vais faire des compétitions internationales. Je gagne quand même des médailles. L'année d'après, en 2016, je suis champion d'Europe en double.
Hem, donc voilà, en fait, il y a une ascension et au fur et à mesure de chaque année, en 2017, c'est les championnats du monde. Je fais une médaille de bronze aussi aux championnats du monde en double, encore en double. En simple, le niveau est trop élevé encore et donc du coup, j'arrive pas à aller chercher, des médailles sur des grosses compétitions. Mais en double avec, mon partenaire, ça marche bien. Avec les différents partenaires que j'ai, on fait des médailles et donc du coup, c'est ce qui me pousse aussi après, à lâcher mon boulot à un moment donné. Ouais. Parce que, bah, aussi, dans mon projet de vie à côté, avec la mère de mes enfants, bah, ça faisait longtemps qu'on cherchait à avoir des enfants. En fait, quand je disais qu'à 30 ans, j'ai changé de sport, mais je me suis aussi, j'ai rencontré, Émilie, la mère de mes enfants, à 30 ans, donc j'avais tout plaqué, job, boulot, ancienne compagne et j'avais fait table rase pour repartir là-dedans et très vite, on voulait avoir des enfants, sauf qu'avec mon cancer, avec, voilà, problème de fertilité, même elle avait aussi, des difficultés auparavant avec son ancien compagnon pour avoir des enfants, donc on savait très bien la galère que ça allait être. Donc on s'est lancé dans un projet comme ça très, très vite, donc un projet de PMA et on a mis 3 ans, avant d'avoir les enfants. Et donc moi j'ai développé aussi mon projet en parallèle de para-badminton, plus, ce projet d'avoir des enfants et puis au moment où ça arrive, bah, on nous annonce qu'on a des jumeaux. OK. Oui, nouvel petit défi de la vie, histoire de pimenter un peu le tout. C'était pas assez, Et en même temps, 3 ans de galère avec tellement de ouais. fausses couches, avec, tellement d'espoir à chaque fois, de choses qu'on nous enlève, de dire: «On n'a vraiment pas de chance», et puis c'est douloureux aussi pour la maman, toutes ces hormones à prendre, bref, c'est un long combat et à la fin, oui, bah, des jumeaux, on se dit: «Bah, c'est parfait, c'est génial». Bon, ils sont quand même nés préma, 1,8 kg, 1 mois en réonat, bref, ça a été, mais bon, aujourd'hui, ils ont 5 ans et demi, ils sont en pleine forme et donc ça, c'est cool. Mais voilà, au final, c'est plein de choses et le fait qu'ils soient arrivés aussi dans la vie, dans mon projet, moi, avant, je m'entraînais, bah, plutôt le soir et les week-ends et j'allais travailler en journée. Là, c'était plus possible, Ouais. enfants, genre famille, je peux pas les voir et déjà même là, avec mon rythme de sportif de haut niveau, où je suis en déplacement tout le temps, où je m'entraîne, 35 heures par semaine, plus les compètes, les stages, où je voyage. Déjà, c'est un projet, pas que individuel, hein, c'est un projet aussi familial. Parce qu'il faut supporter aussi tous ces déplacements. Donc je sais que je suis pas aujourd'hui le papa le plus présent possible. Je sais pas s'ils comprennent à cet âge-là encore, pourquoi je pars, pourquoi je fais tout ça. Ils essayent, hein, parce qu'à chaque fois ils me disent: «Tu as ramené des médailles?» «Non». «Alors pourquoi tu pars?» «J'ai pas ramené de médaille, tu es parti 1 semaine, tu as pas ramené de médaille». J'adore le truc, qui est important pour eux, c'est la médaille. Mais en même temps, c'est drôle. Et, ouais, donc tout ça pour dire que ça a été progressif, tout ce chemin où, là aujourd'hui je suis à 35 heures, mais je suis passé de 2 heures par semaine la première année, à 35 maintenant et ça a été progressif au fur et à mesure. Construire aussi tout ce projet-là et ce projet, je pense que je me suis beaucoup servi aussi avec tout ce que j'avais, appris du côté entrepreneur. Mmh. En tant qu'ingénieur, avec toutes les startups que j'avais pu, initier, qui ont pas marché et ainsi de suite. Mais voilà, bah, comment au final, d'aller chercher des partenaires, de trouver des sponsors, c'est aussi vendre son projet. Donc, j'ai commencé comme ça, à me trouver des sponsors seul. Après, je me suis dit: «Beh, il faut que je m'entraîne, donc je vais pas avoir le temps Mmh. d'appeler, toutes les personnes dans la journée, donc il me faut un manager, je contacte, un manager, heu, j'arrive à le convaincre, de mon projet et que voilà, c'est ça aussi ce métier aussi d'entrepreneur qui est là où il faut, convaincre des gens à adhérer à ton projet, à vendre son projet, à croire en toi. Donc j'ai réussi à faire ça avec lui. Après, il y en a eu un deuxième qui est arrivé. Après, l'équipe s'est étoffée. J'ai mes entraîneurs.
J'ai aujourd'hui un prépa mental, une personne en prépa mentale, en prépa physique, et même au niveau de la société, aujourd'hui, j'ai même pris 2 alternants qui sont là avec moi pour travailler sur la communication, Mmh. personne OK. qui travaille sur la partie, presse, les relations entreprises, toutes les conférences. Voilà, l'idée, c'est vraiment de d'emmener un maximum de personnes pour que chacun a son rôle. Moi, je suis là vraiment, je guide ma feuille. Ma feuille de route, c'est d'aller chercher une médaille et après, il y a plein de satellites qui gravitent Ouais. autour, heu, Mais pour aller c'est intéressant ce que tu dis sur le truc de ça se construit au fur et à mesure parce qu'en fait, tu peux pas quand quand tu as un projet ou quand tu as une idée qui vient en tête ou quand tu as une envie ou un souhait, tu peux pas c'est utopiste de croire que tout tombe dans le bec des gens et que ça tombe comme ça. Enfin non, en fait, tout c'est juste des portes qui s'ouvrent et des chemins que tu prends ou que tu prends pas, mais c'est à toi de le faire le chemin en fait. Enfin, c'est toi qui l'as fait. Tu as su t'entourer des bonnes personnes petit à petit, tu as su augmenter tes heures d'entraînement et tout. Mais il y a encore, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité-là à se saisir des opportunités et les choper comme étant juste une corde pour aller un petit peu plus loin, pour aller sauter sur l'étape d'après. Et qui pensent complètement. que en fait, tout doit arriver vite, tout de suite, maintenant, comme ça, sur la table. Et je pense que quelque part, bah, tu trouves ça chez tous les sportifs parce que, bah, que tu aies un handicap ou pas, le parcours, il est toujours progressif, il est toujours petit à petit. Et du coup, je pense que tu retrouves cette mentalité-là chez tous les sportifs, mais au final, tu as beaucoup de gens qui ne sont pas athlètes et qui font ou pas du sport, mais qui ont beaucoup ce truc-là dans la vie que bah, ça t'arrive et puis t'attends que ça arrive sur toi et tu as plein d'espoir et puis t'attends et tu te dis ah mais quand est-ce que ça va m'arriver, etc. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens dans la société qui peut-être parce qu'ils n'ont pas eu à dépasser les choses, euh, entre guillemets malheureusement, je sais pas si on peut dire ça, mais qui du coup ont moins ce truc-là d'aller chercher ce qu'ils veulent, tu vois? Mmh. Je comprends ce que tu veux dire et moi, je dirais que même la vie, elle est même là-dedans, dans ce domaine-là, c'est pas juste. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce parcours-là, mais pour d'autres, ça va être facile Oui, et on le voit. Genre, et dans n'importe quel domaine, même dans le travail, il y en a qui, au bout d'un an, ils vont avoir leur promotion ouais, parce qu'ils ont eu cette opportunité ou parce qu'ils ont eu un piston. Un piston, ça fait juste, c'est une opportunité, mais ils ont eu les connaissances d'eux qui permettent d'arriver là et ainsi de suite. Et il y a des personnes qui arrivent au bon moment parce que voilà, c'était le destin, ça arrive au bon moment. Il y avait les budgets qui étaient là et donc du coup, on les a promus à cet endroit-là. Et puis ils ont une évolution. C'était facile. Et pour d'autres, c'est hyper galère. Euh, ouais, mais à la sortie, finalement, c'est vraiment trop bizarre, mais on en avait parlé ensemble. Moi, je suis contente d'avoir galéré. Enfin, je suis contente d'avoir galéré. Je, La je mi-temps, elle est pas la même, déjà. disons que la vie, elle a pas le même goût maintenant Ouais. parce que je sais par quoi ce que ça m'a coûté d'en arriver là. Et pour certains, du coup, tout est facile de A à Z et peut-être qu'ils passeront toute leur vie où tout sera facile de A à Z, ils auront jamais de soucis, jamais de trucs à dépasser et bah, Mmh. tant mieux. Mais quelque part, est-ce que la saveur de cette vie-là, est-ce qu'elle est la même que ceux qui en vulgairement, qui en ont chié Ouais, pour y arriver, tu vois? Enfin, ouais, qui ont mais eu des pépins, c'est qui ont eu des accidents, pour qui ont tout eu le des monde. dépressions, qui ont eu, je sais pas, qui ont tout perdu, qui ont fait un dépôt de bilan, qui ont vraiment eu des trucs où tu te dis, mais mince, j'ai rien fait pour mériter ça, mais ça m'arrive, mais bon, ben, du coup, je vais le dépasser. Et finalement, aujourd'hui, bah, je vais avoir 29 ans, mais il y a plein de personnes de mon âge avec qui la discussion elle est très chouette, mais je vois qu'ils ont bénéficié de choses tellement facilement qu'ils n'ont pas eu le même parcours, tu vois. Enfin, Ouais, je comprends. je sais pas. Et en même temps, on on aimerait, genre, entre guillemets, moi, ça m'arrive sur des moments très difficiles ou au moment où tu doutes, au moment parce qu'il y a des moments où tu as toujours ça. Tu dis, quand tu vois les gens à côté où c'est facile, tu te dis: «Mais pourquoi ça m'arrive pas?» Ouais, Tu te ouais. dis: «Pourquoi à un moment donné, j'ai pas un peu plus de chance? Pourquoi il y a des tirages pas plus faciles que d'autres?» Mm. Et la seule chose, c'est que sur le long terme, c'est ceux qui vont être le plus persévérants qui vont réussir et qu'à un moment donné, bah, comme on dit, la roue tourne Ouais. et que sur le long terme, tu ne peux pas ne pas avoir
toujours de la malchance ou ça veut dire que c'est là, il faut se remettre en question, c'est-à-dire que dans les choix qu'on prend, on n'a pas soit le bon flair ou on prend pas les bonnes décisions qui nous emmènent où on cherche que de la difficulté et on trouve pas, non plus, la facilité. Est-ce que parfois tu as ressenti, enfin pareil, je diverge encore, mais ça j'y pense. Tu ressens pas ce truc un peu où parfois, toi tu es dans ton avancée, tu es persévérant, tu avances, tu dépasses les obstacles et cetera. Tu te remets en question parce que tu as appris à le faire, parce qu'en fait la vie t'a obligé à te poser beaucoup de questions à un âge où tu te les poses pas forcément et du coup, arrivé à un âge X, vis-à-vis d'autres personnes qui sont pas prêtes à se poser ces questions-là, bah, parfois tu peux pas les embarquer avec toi en fait, parce qu'elles sont pas prêtes. Et je trouve aussi que parfois tu es obligé de laisser sur, enfin c'est pas laisser sur le côté, mais c'est que tu as des personnes qui ne sont pas prêtes à prendre le train avec toi. Tu vois? Ouais, je comprends. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un stade dans ma vie aussi, c'est que je veux que ça bouge, je veux que ça avance Ouais. et je dirais, en fait, j'ai une sélection très rapide de déjà, pour moi, il y a pas d'âge, Mmh. parce qu'au final, il y a des gens qui ont des combats qui ont commencé bien plus tôt que moi. Je vois des jeunes qui ont vécu des choses de tellement folles et qui ont réussi à s'en sortir. Donc pour moi, il y a pas d'âge, ça, c'est certain et aujourd'hui, en fait, la seule chose, c'est je rencontre juste des gens et après, c'est moi, je suis là à transmettre ce que j'ai à transmettre et chacun a à transmettre aussi des choses et moi, je vais aller puiser là-dedans. Et après, je vois si c'est une opportunité pour moi, si on peut s'amener, on peut s'entraider, comment on peut s'élever. Et puis, si la personne, elle est pas dans ce mood-là, bah, au final, mon temps, je dirais entre guillemets, il est tellement compté que, Ouais. bah, je vais moins m'intéresser. Donc Ouais. j'avance vraiment avec, plein de gens, j'adore discuter, j'adore, échanger, transmettre et puis d'apprendre des autres et après ça se fait naturellement, hein, Ouais, ouais, je c'est vrai. pense. Ce C'est Cette vrai, c'est sélection. vrai, c'est vrai et parfois c'est un peu frustrant parce que tu te dis: «Putain, là, on pourrait aller tellement loin si, mais parfois, ouais, la vie fait que toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de bouger et tu veux, juste profiter. Comme tu dis, le temps est compté. Ça, c'est un truc aussi où, je pense que tu prends d'autant plus, conscience de la brièveté de la vie et il paraît, j'ai ouï dire que plus tu avances, plus ça passe vite. Ça m'inquiète un peu, mais ouais, Je du coup, pense tu étais aussi, enfin, je pense que c'est comme ça, parce que plus je vieillis, plus je trouve que j'ai encore de moins en moins de temps. ouais. Ou c'est qu'on a peut-être moins d'énergie parce qu'on dort plus. Pourtant, je dors pas beaucoup. Mais, mais ouais, en tout cas, ça avance vite. Et surtout, en fait, là, tu me parlais de temps. Et il y a aussi une autre chose pour moi qui est importante, c'est cette liberté, en fait. Euh, se sentir se sentir libre aussi de faire ce qu'on a envie quand on veut. Mmh. Moi, j'ai ce besoin extrême d'aller sans contrainte, sans et après, bah, si je veux aller là-dedans, c'est qu'est-ce que je mets en place pour me donner cette vie très libre, Ouais. au final. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, oui, tu as 2 manières de considérer la vie aussi et peu importe que tu sois athlète ou pas, enfin même tu travailles tous les jours, tu as une façon de le voir en mode: «Je subis mon quotidien parce que j'ai des impératifs, parce que j'ai des horaires à respecter, parce que j'ai telle chose à faire à telle heure, les enfants à récupérer ou quoi». Ou alors tu as l'option de le considérer différemment, qu'en fait tu choisis le matin, quelles sont tes priorités et quelles sont les choses qui te font vraiment du bien et après, ben, si tu peux, c'est difficile de dire ça parce que j'aime pas trop le truc de quand on veut, on peut, parce que non, c'est pas toujours vrai, pas aussi simplement que ça. Mais disons que je pense que tu peux, dans tous les cas, toujours essayer de trouver une manière pour retrouver ta liberté dans ce que tu fais. Mais Moi, ce que j'aime là-dedans, en fait, c'est surtout, la chose que je dis souvent, c'est, en fait, il faut juste se respecter mmh, et s'écouter soi, d'éviter d'écouter les autres, quoi que ce soit, mais de se recentrer sur soi et de se respecter. S'il y a des jours qui vont avec, des jours qui vont pas et ainsi de suite. Je comprends, hein, quand tu dis, quand on veut, on peut. Je comprends, pour certains, c'est pas facile, mais